Bonjour à tout le monde. Je suis Pascal Bécache, cofondateur de Digital Pharma Lab avec Didier Tranchier. Et aujourd'hui, on est très très heureux de vous accueillir tous. Vous êtes déjà très nombreux. Et on accueille pour ce webinaire exceptionnel Bertrand Riot, qui va nous parler de l'Horizon Santé 2030. Donc c'est de la prospective à long terme et je pense que ça va vraiment beaucoup vous intéresser. Alors, Bertrand, vraiment, merci, merci d'être là. En quelques mots, Bertrand est pharmacien, il fait des études de pharmacie. Et ensuite, Bertrand a travaillé dans plusieurs entreprises pour faire majoritairement de la prospective et en particulier en santé, puisque c'est quand même son domaine d'origine. Il a travaillé à l'INSERM, il a fait de la veille stratégique et en particulier, il a travaillé pendant quelques années chez Carrefour comme stratégiste sur la santé et l'environnement. Aujourd'hui, il travaille dans une entreprise de conseil qui s'appelle Zeta Innovation et je vais vous laisser avec lui. Vous verrez, sa conférence est divisée en parties. Et après chaque partie, restez bien avec nous parce qu'on vous posera un certain nombre de petites questions. Voilà, Bertrand, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, mon activité de marketing technologie consiste à être à l'interface des industriels et des chercheurs afin de déterminer les opportunités de développement de nouveaux projets dans le secteur de la santé. C'est dans ce cadre-là que Didier Tranchier et Pascal Bécache m'ont proposé de travailler sur le projet Horizon Santé 2030 et d'animer ce webinaire et donc de vous proposer quelques perspectives sur l'évolution de la santé à l'horizon de 2030. Je débuterai mon intervention par deux constats. Le premier, c'est que nous avons vécu et nous vivons encore un choc sans précédent, inédit pour nos sociétés. Par-delà la litanie des chiffres de décès, donc plus de 600 000 morts aux USA, plus de 100 000 en France, et de la flambée en cours dans les pays asiatiques, notamment l'Inde, le Cambodge, l'Indonésie. Une question surgit concernant nos sociétés. Comment vont-elles réagir en sortie de pandémie? Comment vont-elles surmonter la perte de proches et les répercussions à long terme de la forme chronique du Covid-19? Les premières données démographiques avec la chute de la natalité est déjà un premier indicateur. Toutefois, cette période ne se résume pas à un bilan catastrophique. Des avancées scientifiques et des réponses technologiques permettent d'apporter rapidement des solutions à cette pandémie. Comme le résume bien Yuval Harari, auteur du best-seller Sapiens, dans un interview à l'Express, les épidémies ne sont plus des forces incontrôlables de la nature. La science en a fait des défis surmontables. En effet, en l'espace d'une année, le virus a été identifié, son génome séquencé, ses variants traqués, des protocoles thérapeutiques ont été testés puis validés, et enfin, des vaccins très efficaces ont été conçus, expérimentés et produits en masse. En outre, les autoroutes numériques ont permis la poursuite de nombreuses activités économiques, à la différence d'événements antérieurs où l'économie mondiale était totalement à l'arrêt. Deuxième constat très important qui explique les mutations que nous sommes en train de vivre, notamment dans le domaine de la santé, c'est que le XXIe siècle est le siècle de la biologie. Lors d'un symposium en 2017 organisé par le MIT, Nicolas Negroponte, qui exposait sa vision des orientations technologiques sur les prochaines années, lui qui est crédité d'avoir, dans les années 90, perçu l'impact extrêmement positif et disruptif du digital dans notre quotidien. C'est lui aussi qui a fondé le MIT Media Lab, qui est un labo de recherche interdisciplinaire où à la fois on mélange les neurosciences, le digital, la néonatologie pour définir des nouveaux protocoles, des nouveaux procédés de fabrication.
Lors de ce colloque en 2017, donc Negroponte conçoit la biologie et les technologies afférentes comme une force structurante du futur, à la fois comme en termes de traduction industrielle, donc c'est ce qu'on voit avec tout le développement des biotechnologies, de la biologie de synthèse, mais aussi comme un moyen de penser le monde dans lequel nous allons vivre. Donc c'est ce qu'on voit très bien aujourd'hui avec toute la question environnementale qui surgit. Donc nos connaissances génétiques en biochimie nous permettent effectivement de concevoir des organismes vivants totalement artificiels qui n'existent pas sur Terre, des organismes qui sont totalement remodelés, qui sont modifiés de façon à pouvoir produire certaines molécules qui ont un intérêt biologique pour nous, ou pouvoir produire des organismes répondant à certains besoins environnementaux et donc des organismes programmables. Donc on est un peu sur un modèle très informatique de la biologie qui apparaît, et on voit qu'on n'est plus dans un modèle top-down où on cherchait à décomposer les organismes vivants. On est en train de repartir en sens inverse et cherche donc à reconstruire des organismes vivants. Donc nous rentrons effectivement dans l'ère de la biologie de synthèse, de la mutagénèse dirigée, et la manière dont nous concevons notre rapport à la nature et aux êtres vivants vont effectivement structurer une grande partie de décisions politiques dans les prochaines années. Donc nous sommes bien rentrés dans ce qu'on appelle l'ère de la bioéconomie, où effectivement la biologie va être une force centrale des économies de nos sociétés. Donc fort de ces deux constats et de ces deux mutations, nous sommes rentrés effectivement dans une période de profonde rupture. Et donc, dans ce cadre-là, le programme Horizon Santé 2030 vise à identifier ces ruptures qui vont avoir un impact sur l'économie, sur l'écosystème de la santé, à imaginer les transformations susceptibles d'affecter les différents acteurs de la santé, et puis à proposer donc des scénarios d'évolution des stratégies industrielles. Alors, donc, dans ce cadre-là, pour structurer notre démarche et nos réflexions, nous avons identifié à peu près 12 axes de réflexion qui vont avoir un impact pour les différents acteurs de la santé, aussi bien de la R&D, du diagnostic, du medtech, que des établissements de santé. Et dans le cours de ce webinaire, j'ai effectivement choisi 6 axes. En 30 minutes, difficile de pouvoir tout développer. Et dans ces 6 axes, quelques items qui nous ont paru assez intéressants de façon un peu à vous motiver éventuellement à participer à ce programme de recherche. Et donc à la fin de chaque axe, Pascal va réintervenir pour vous poser une petite question, de façon à faire un sondage au sein donc des gens qui sont en train de nous écouter, et de voir à peu près certaines orientations qui peuvent surgir en termes de prospective. Alors, premier axe, effectivement, celui de la politique. Alors, a priori, la géopolitique et l'influence du politique peut paraître loin de le cœur de l'activité d'un certain nombre d'entreprises. Toutefois, ce rôle de la géopolitique ne peut pas tellement être totalement négligé par les entreprises. On voit bien que l'instabilité dans certaines régions a des répercussions sur le cours de certaines matières premières. Des décisions politiques peuvent avoir un impact sur l'activité. On voit très bien ce qui se passe actuellement avec ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours, qui modifie la stratégie de développement d'un certain nombre d'entreprises du textile qui éventuellement utilisaient le coton produit dans cette région pour fabriquer un certain nombre de leurs vêtements. On voit bien que la Russie, suite au boycott européen de certaines de ses activités, est devenue en quelques années un acteur de puissance dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc on voit bien que la géopolitique peut avoir un rôle dans l'activité industrielle. Dans cet axe, je souhaiterais plutôt mettre l'accent sur la partie technologique, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse avant toute chose. Mais je voudrais quand même faire 2 rappels très importants.
D'une part, que nous allons rentrer dans une certaine incertitude électorale en fin d'année, liée notamment au départ d'Angela Merkel en Allemagne, donc savoir qui des conservateurs ou des Grünen vont s'imposer et donc orienter la politique allemande. Quels vont être aussi pour nous l'impact de l'élection présidentielle. Et donc, on voit bien que derrière ces incertitudes électorales, on va avoir une réorientation donc, de la stratégie industrielle. On voit très bien ça, notamment dans tout ce qui est le domaine des biotechnologies. Autre point très important, c'est l'Inde. Alors, en France, notre histoire fait qu'on s'intéresse assez peu, du moins pendant ces dernières années, on s'est intéressé assez peu à ce qui se passe en Inde, à la différence des pays anglo-saxons. Pourtant, c'est quand même un pays proche de 1,3 milliard d'habitants. L'Inde est au cœur donc, de la région Indo-Pacifique, qui est donc au centre aujourd'hui de la géopolitique mondiale. C'est ce qu'on voit très bien dans les derniers rapports de défense nationale qui ont été publiés. Je vous invite à découvrir une très belle émission sur Arte qui permet effectivement de comprendre un peu ce pays et ce potentiel énorme en termes de développement, avec tous les risques politiques qui sont en train d'émerger, notamment sur des questions religieuses. Je vous rappelle, pour ceux qui sont des experts du digital, l'Inde, c'est plus de 600 millions d'utilisateurs d'Internet. C'est un réseau mobile qui est le moins cher au monde. Donc, on voit qu'il y a aujourd'hui énormément de potentialités en termes de développement, de solutions digitales liées à la santé. Alors, je vais aller plus en détail sur la question des rivalités technologiques. Lors du congrès national du parti en mars dernier, Xi Jinping a fixé une priorité, c'est faire sans les USA. Donc l'objectif, c'est d'être de plus en plus autonome pour les Chinois et ne plus finalement être trop associés avec les pays occidentaux en termes de développement scientifique et technologique. Donc ils sont en train de renforcer la recherche fondamentale dans un certain nombre de domaines. Globalement, le budget de la R&D en Chine augmente de plus de 7% annuellement, et notamment la partie consacrée à la recherche fondamentale va connaître une croissance d'à peu près de 10% par an dans les prochaines années. Avec un focus très important sur un certain nombre de domaines scientifiques qui nous intéressent, nous qui sommes dans le domaine de la santé, tout ce qui concerne les neurosciences, l'intelligence artificielle en direction de la découverte de nouveaux médicaments, la génomique, avec notamment au cœur de cette activité de génomique l'entreprise BGI, donc Beijing Genome Institute, tout ce qui est renforcement de la recherche clinique et aussi toute l'importance de l'exploration des océans, avec la recherche notamment de nos organismes marins susceptibles de posséder donc des principes actifs intéressants dans les années à venir. Deuxième point très important dans cette politique développée par les Chinois, c'est améliorer la qualité des produits. Donc, ils sont en train de renforcer les critères de fonctionnement, notamment de l'Agence chinoise des produits médicaments, avec comme objectif d'être dans les 4 à 5 ans qui viennent au même niveau que la FDA ou les MEA au niveau européen en termes d'exigence. Et on voit qu'en termes de stratégie, la pharmacie chinoise cherche essentiellement à s'implanter sur les marchés émergents, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Océanie, en proposant des produits à faible coût et comme ça en devenant progressivement un leader en termes de référence mondiale. Parallèlement à ça, on a donc un renforcement des investissements chinois dans les startups. En l'espace de quelques années, on a eu un doublement des investissements privés pour créer donc des startups en biotechnologie.
Donc on voit que aujourd'hui, la santé est un axe majeur de la politique chinoise. Et face à ce défi, les USA sont en train de réagir. Et notamment avec la nouvelle administration Biden, on voit qu'on a un renforcement des moyens financiers en R&D qui sont extrêmement importants. Un des premiers gestes de l'administration a été quand même de stabiliser la structure de ces agences de recherche, donc notamment en recrutant des personnes de très haut, de haute qualification pour diriger ces agences. Et Joe Biden a notamment décidé de créer une nouvelle agence d'innovation qui s'appelle l'ARPA Health, qui doit fonctionner sur le même modèle que le DARPA. Alors, le DARPA, c'est l'agence de recherche du Pentagone qui existe depuis plus d'une trentaine d'années, qui est au crédit, dont on peut créditer cette agence de développement au niveau d'Internet, de tout ce qui est robots autonomes, etc. Donc, c'est sur ce modèle-là que l'administration Biden veut renforcer l'attractivité du territoire américain en termes de santé. Et notamment, cette agence, l'ARPA, va chercher à financer en priorité des projets extrêmement disruptifs en matière de santé, donc des projets à haut risque, notamment dans tout ce qui est le domaine du cancer, de la maladie d'Alzheimer et du diabète. Donc là, on voit que les Américains sont en train de se positionner et de renforcer leur arsenal dans ce domaine-là. Alors, ce qui est aussi important, c'est que cette rivalité technologique ne se limite pas uniquement à, je dirais, la confrontation Chine-USA, mais il faut que nous aussi, Européens, on se rende compte qu'il y a de nouveaux acteurs européens, de nouveaux acteurs scientifiques qui sont en train d'émerger dans le monde. Ainsi, si on prend dans le domaine spatial, on s'aperçoit que les Émirats arabes unis, donc qui est pourtant un petit territoire assez riche, c'est vrai, ont placé en février dernier une sonde en orbite autour de Mars. La Tunisie, pourtant aussi un petit pays, a lancé en mars un premier satellite, donc de la catégorie des nanosatellites, qui a été entièrement conçu par des ingénieurs tunisiens, donc sans aucune aide de l'extérieur, et qui vise le marché donc, de l'Internet des objets connectés. Donc on voit que donc il y a un certain nombre de pays qui sont en train de monter en puissance. L'Afrique, qui jusqu'à présent était très en retard en termes de politique de R&D, est en train de se repositionner dans ce domaine-là, et notamment sur le domaine de la santé. On voit que aussi bien que le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud sont en train de structurer des grands centres de recherche sur ces questions-là. Et effectivement, la génomique est un domaine de priorité. Il y a actuellement un projet africain de séquencer plus de 3 millions de génomes africains dans les 5 à 10 ans qui viennent. Pourquoi ceci a une importance importante? C'est que lorsqu'on considère les génomes africains par rapport aux génomes européens, américains, on a une plus grande diversité du fait qu'on a eu un cloisonnement géographique pendant très longtemps entre les différentes ethnies africaines. Si bien qu'on est en train de détecter un grand nombre de variants dans les génomes africains qui vont nous permettre effectivement de mieux comprendre et de mieux les relier à certaines conditions médicales et donc un certain nombre de pathologies. Donc, on a aujourd'hui un intérêt à bien suivre ces projets de recherche en Afrique. En outre, l'Afrique, c'est un pays à forte croissance démographique, donc avec l'émergence d'une population moyenne très importante. C'est l'apparition aussi de maladies, non plus des maladies infectieuses, mais beaucoup de pathologies chroniques. Donc, c'est un marché extrêmement intéressant, et aussi, c'est un pays extrêmement riche en termes de biodiversité. Donc, ce qui fait que effectivement, la recherche africaine est un domaine à suivre dans les prochaines années. Pascal, si tu veux bien soumettre la première question. Ok, merci beaucoup. Merci Bertrand. Bon, déjà quelques appréciations sur les fils.
qui sont très élogieuses. Donc, on va essayer de continuer sur cette lancée. Simplement, Bertrand, pour une question de temps, il faut malheureusement qu'on puisse accélérer pour traiter tous les sujets dans l'heure qui nous est impartie. D'accord. Alors, à tous les gens, vous êtes près de 200 connectés, donc ce qui est vraiment très bien. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à poser vos questions sur le questions et réponses du Zoom, hein. Vous avez accès à des questions et on y répondra avec grand plaisir. Alors, d'abord, moi, j'ai une première question pour Bertrand, d'abord, hein, qu'on me pose. La santé est devenue un objet, c'est Emmanuel Capitaine qui nous pose cette question. La santé est devenue un objet politique très stratégique. Penses-tu, Bertrand, que le health in all policies va être une tendance de fond, que tu as déjà expliqué d'ailleurs, hein, d'une certaine façon? Euh, oui, oui, la question de la santé va devenir absolument centrale dans les années à venir au niveau des États. On voit bien que, par exemple, que l'Europe, qui pendant longtemps avait ignoré les questions de santé, laissant la question santé aux États européens, va reprendre de plus en plus la main sur ces questions-là et de façon à fédérer de plus en plus de projets sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Alors, là, j'ai une question pour l'ensemble du public, hein. Donc, vous avez entendu attentivement Bertrand, et donc vous qui êtes dans des entreprises, que ce soit des entreprises de santé, des industries de santé, que ce soit des startups, que ce soit des entreprises du digital, etc., avez-vous des projets dans les pays dits émergents? Et donc, mettez donc que ce soit l'Afrique, l'Asie hors Chine ou l'Amérique du Sud. Donc, pays émergents, on va considérer l'Afrique, dont a parlé abondamment Bertrand, l'Asie en dehors de la Chine et l'Amérique du Sud. Donc, si vous pouvez mettre dans la conversation, si vous avez des projets dans certains des pays sur ces continents, donc encore une fois hors la Chine, Afrique, Asie hors Chine et Amérique du Sud, dites-le nous, puis on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors, il y a plutôt beaucoup de noms. Ah oui, oui dans les trois pour Emmanuel. En Algérie, en Inde, Centrafrique, formidable. Donc, vous avez bien compris que l'Afrique était peut-être le pays de demain. En tout cas, elle est à la croisée des chemins aujourd'hui, c'est clair. Il y a vraiment moyen d'aller faire des choses. Oui, Colombie, Kenya, Maroc. Merci Philippe. Très bien pour ces pays. Afrique, Nigeria. Donc l'Afrique quand même recueille une partie de vos suffrages. Brésil également. Donc c'est assez varié. Évidemment, le système de santé, nous dit Arlette, est quasiment inexistant en Centrafrique, et donc il y a beaucoup de choses à faire. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ces réponses. Ça donne quand même une idée. Donc, on voit que l'Inde et l'Afrique, quand même, emportent pas mal les suffrages. Afrique, que ce soit Afrique du Nord ou l'Afrique équatoriale. Mais également, je vois également dans des pays d'Asie, Indonésie, Kazakhstan. Oui, les pays d'Asie centrale sont effectivement des pays extrêmement intéressants. L'Indonésie, qui est un des pays les plus peuplés du monde, va vraisemblablement permettre d'avoir des opportunités. Très bien, merci à vous tous pour d'avoir répondu, et on va continuer, Bertrand. Donc, le deuxième axe… Voilà, en faisant un peu attention au temps, hein. D'accord. Voilà. Okay. Le deuxième axe très, très important aujourd'hui, c'est effectivement notre rapport à la nature. C'est ce qu'on voit très bien avec le concept d'anthropocène qui a été proposé en 2002 par le prix Nobel Paul Crutzen. Donc, c'est un concept absolument fédérateur aujourd'hui qui permet de regrouper sous un même chapeau finalement l'impact que l'homme peut avoir sur la biosphère. Donc, effectivement, ce concept d'anthropocène signifie que l'homme moderne est devenu une force géologique qui modifie profondément les cycles biologiques, chimiques et physiques de la Terre. Donc, ce terme d'anthropocène, on le voit de plus en plus surgir
dans la stratégie politique des États, mais aussi des entreprises. Et effectivement, les entreprises ne peuvent plus, je dirais, faire l'économie d'une réflexion très poussée sur ces questions environnementales. C'est pour voilà, diverses raisons et de réfléchir à l'impact qu'elles ont sur leur environnement. Ce qui est important à voir aujourd'hui, c'est qu'à côté donc, de ce qu'on appelle le capital humain, le capital financier, le capital immatériel, le capital industriel d'une entreprise, il faudra rajouter demain la notion de capital nature, c'est-à-dire définir exactement les bases sur lesquelles repose une entreprise avec son impact sur l'environnement. Il y a aujourd'hui deux contraintes immédiates qui sont en train de peser sur la politique des entreprises en termes d'investissement et de cycle de production des objets. C'est d'une part ce qui est en train de concevoir la Commission européenne avec la taxonomie financière ou la taxonomie verte, qui est en train de définir donc des critères pour que les investisseurs orientent leur choix en fonction du respect des accords de Paris sur le climat. Par ailleurs, la Commission européenne est en train de définir un cadre commun pour que les entreprises aient des normes extrêmement précises et communes pour déclarer leurs actions environnementales et dans le respect donc de ce qu'on appelle les contrats ESG. Donc aujourd'hui, il y a d'énormes discussions au niveau de la Commission européenne sur ces questions-là, notamment sur la chimie, le nucléaire, voir comment intégrer ces différentes parties. Donc cela va avoir un énorme impact dans les années à venir pour aller chercher donc des investissements et des financements à l'extérieur. Autre raison de considérer ces questions-là de manière très importante, on connaît tous le Nutri-Score qui est apparu ces dernières années sur nos produits alimentaires. On va voir apparaître dans les années à venir un éco-score. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012, après le Grenelle de l'environnement, du temps de Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a eu des tests de faits dans des magasins sur un certain nombre de produits alimentaires, de produits cosmétos, où on avait un indicateur sur l'impact de ce produit en termes de CO2, de O2, de biodiversité. Et donc, ceci est en train d'être remis à la page. Pendant 10 ans, un certain nombre d'agences de recherche, notamment l'ADEME, a travaillé sur ces questions-là, a affiné les protocoles de recherche. Et donc, on va voir apparaître prochainement, notamment sur le textile, ces scores verts. Et ceci va étendu progressivement à l'ensemble donc des produits fabriqués au niveau industriel. Donc, il faut tenir compte aujourd'hui de ces questions-là pour des investissements. Deuxième aspect que je voudrais que vous ayez à l'esprit, c'est effectivement la question animale, qui ne se résume pas uniquement à est-ce que je mange de la viande ou pas, je suis végétarien ou pas végétarien, mais il s'agit demain de repenser toute l'expérimentation animale en tenant compte des avancées sur ce qu'on comprend du comportement animal, de la transmission des cultures. Et donc, il s'agit donc de trouver des alternatives, jumeaux numériques, développer des organoïdes, ou utiliser éventuellement des animaux dits inférieurs, mais dont les organes peuvent être assez proches finalement de ceux de l'humain. Pascal, vas-y. Alors, merci beaucoup pour cette partie tout à fait passionnante. J'en profite pour dire que nous sommes à peu près 200 et en particulier, il y a une vingtaine de personnes à l'université Skoltech à Moscou qui nous suivent et je voudrais les saluer et les remercier de nous suivre. C'est vraiment très, très sympa de nous suivre de loin comme ça et voilà, d'avoir cette audience internationale. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que votre entreprise a une stratégie verte qui concerne la biodiversité, l'eau ou le climat? Alors, je vais regarder un peu voilà, votre stratégie, oui,
Eau et climat, oui. Non, pas encore. Oui, biodiversité. Donc, plutôt oui, Bertrand. Ah bon. Encore quelques pas encore, mais ça va venir. Oui, carbone, oui, eau et climat. Non, on nous dit Pascal. Pascal, comme je te connais, je t'ai vu. Mais c'est pas grave, hein. On ira te parler. Mais ça va venir, c'est nécessaire et je crois que ce que tu as dit, Bertrand, prouve bien l'intérêt. Ok, donc globalement, les entreprises commencent à se diriger vers des stratégies vertes, en particulier biodiversité, eau et climat et carbone, ça vient aussi. Que vous soyez consultant ou que vous soyez dans des entreprises, vous commencez tous à avoir des stratégies. Je pense que pour les consultants, c'est vous aidez vos clients dans ces domaines. Donc, c'est très bien, c'est vertueux et effectivement, au final, les organisations sont de plus en plus orientées vers RSE. Il y a même des organisations qui deviennent, comme Chiesi, par exemple, qui deviennent des organisations à, comment dire, à impact, hein, et qui décident d'avoir. Il y a un titre, il y a un terme pour ça aujourd'hui, hein, les organisations à mission, voilà, les entreprises à mission. Et donc, Chiesi, par exemple, est devenue une entreprise à mission. Merci, c'est exactement ça. Et en particulier, certaines ont décidé d'avoir des missions dans le domaine du climat, etc. Très, très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Et oui, mission, raison d'être aussi. Alors, il y a raison d'être et ensuite mission. Et en général, on donne, quand on est une entreprise à mission, on donne des raisons d'être. Très bien. On va passer à la suite. J'ai encore une question, Bertrand, de la part de Guillaume de Next Step Santé. Donc, est-ce que le secteur de la santé privé, mais aussi public, vous semble particulièrement engagé dans ce mouvement de prise en compte de l'environnement? Alors, si tu as une idée, Bertrand, là-dessus. Moi, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déclarations. Donc, on fait beaucoup de plaquettes en disant oui, on va faire ça. Concrètement, je pense que les entreprises de santé sont encore en retard par rapport à d'autres entreprises, d'autres secteurs industriels. J'ai comme l'impression que le luxe est beaucoup plus en avance sur ces questions-là que la santé. Je vais vous en parler tout à l'heure d'Hermès. Je pense que le groupe LVMH a des actions beaucoup plus pointues depuis des années. Je pense aussi à la maison Chanel. Ils ont vraiment une réflexion sur ces questions-là très poussée. Avec des stratégies. Et bien souvent, ils en parlent assez peu dans la presse et on le découvre au détour d'articles. Et je crains que malheureusement, en termes de santé, comme la santé est quelque chose d'essentiel comme pour la vie des hommes, on soit un peu en retard sur ces questions de protection de la biodiversité, de gestion de l'eau, etc. Donc ça, voilà. Ok. Très bien, merci. Il y a certaines sociétés qui s'engagent, je pense en particulier à Novo Nordisk ou des gens comme ça, mais vraisemblablement que le mouvement devrait accélérer certainement. Merci Bertrand. On passe à la suite. Pierre Fabre, on me dit également. Troisième axe très, très, très important, donc c'est effectivement la biologie. Donc je ne vais pas revenir sur mon introduction. Je vais passer à ce qui est pour moi un point très important et ce qui me frappe, notamment dans les discussions que j'ai encore avec des acteurs de la santé, notamment dans l'industrie pharmaceutique, c'est voir que on reste sur une vision extrêmement du passé de ce que peut être la biologie, où effectivement on a eu une explosion ces dernières années d'acteurs moléculaires dans la biologie, qui fait qu'aujourd'hui, pour expliquer le fonctionnement d'un organisme vivant, ça devient extrêmement compliqué avec la multiplication des ARN, de l'impact de l'épigénétique. Aujourd'hui, on réfléchit sur l'organisation tridimensionnelle du génome, qui fait qu'aujourd'hui, on a
un monde biologique qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile à bien saisir, ce qui peut expliquer aujourd'hui un peu un certain retard et certains décalages en termes d'investissement dans ce domaine de la biologie. Donc, on manque un peu d'une vision synthétique de la biologie. Deuxième point très important pour moi, c'est effectivement tout ce qui concerne le microbiome, avec donc la diversité microbienne. Donc, on voit bien aujourd'hui que le monde des archées prennent de l'importance dans le raisonnement qu'on peut avoir sur les fleurs bactériennes qui nous colonisent. Mais on voit aujourd'hui que ce sont un focus plus important sur les champignons. On s'est beaucoup intéressé ces dernières années sur ce qui s'est passé au niveau bactérien. Et là, aujourd'hui, on commence à explorer le monde des champignons microscopiques et aussi avec les interactions avec le virus, ce qui va certainement modifier un certain nombre d'études et de travaux qui avaient été obtenus ces dernières années sur le microbiome. Alors, avec tout un rôle très important de ce microbiome dans la vision qu'on peut avoir en termes de pharmacocinétique, d'interaction des médicaments dans notre organisme. Et on voit bien que ceci a un rôle très important, notamment en oncologie. Et donc, il faut voir de plus en plus intégrer cette partie-là dans les protocoles cliniques et dans les essais cliniques pour mieux comprendre pourquoi on a des échecs sur un certain nombre de patients. Au-delà de cette vision microbiome par rapport au corps humain, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie donc, des bactéries, des virus ou des champignons qui constituent ce microbiome vivent en fait à plus de 70% sous la surface de la Terre, et notamment participent à tout ce qui est l'écosystème végétal. Et aujourd'hui, on se rend compte que les perturbations qu'on peut avoir au niveau des écosystèmes, soit par la destruction, par le feu, soit par la pollution, soit par la radioactivité, peuvent modifier donc ces écosystèmes. Et donc, on peut avoir un effet cascade par l'altération donc de ces microbiomes. Donc là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de nombreux programmes qui sont lancés pour mieux comprendre les interactions entre ce microbiome et les écosystèmes végétaux. Question que Pascal? Non, il n'y a pas la question. Oui, si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, la question que je vais vous poser à tous, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une vision synthétique et claire des dernières avancées en biologie? Donc, voilà, allez-y, répondez sur la conversation. Est-ce que vous avez une vision synthétique et claire? Alors, Charlotte nous dit oui. Bonjour, Charlotte, ça fait plaisir. Ah non, attends. Elle dit oui, elle dit non, je n'ai pas compris. Non, elle dit non, Charlotte. Très bien. Mais bonjour quand même, ça me fait plaisir de te voir. Avez-vous une vision synthétique et claire des dernières avancées en biologie? Synthétique, plutôt non. Claire, plutôt oui. Il y a quand même beaucoup de non. Donc, bonjour Karine, beaucoup de non. Ouais. Très centré sur le microbiome, mais Pascal, c'est normal. Le laboratoire que tu représentes est très centré là-dessus et c'est très bien. Bravo. Plutôt non. Pas vraiment. Oui et non, nous dit un pharmacien. Pas suffisamment. En tout cas, c'est plutôt non. Et effectivement, éclairer le futur avec ce qui existe aujourd'hui, c'est absolument fondamental. Il y avait eu effectivement un bon rapport du LEM. Merci Céline. Très bon rapport du LEM qui avait été fait sur effectivement Santé 2030 également, avec un rappel des avancées dans le domaine de la biologie. Pascal nous rappelle l'importance de l'épigénétique, malheureusement sous-estimée. Notre environnement influe effectivement sur notre santé. Et c'est encore un peu sous-estimé. Les études arrivent. Très bien. Bertrand, pour question de temps, oui, on va sauter la partie 4, c'est-à-dire l'aspiration sans nature.
Oui, oh, non, ça intéresse sûrement tout le monde. Je Allez, vais, je vais- je vais- je vais aller assez court, je vais aller assez vite. alors vas-y, vas-y. Inspiration nature, effectivement, ce qui prend de l'importance, c'est que les animaux, enfin, les ingénieurs et les biologistes, aujourd'hui, explorent de plus en plus les êtres vivants pour en tirer des bonnes idées pour construire de nouveaux bâtiments, des nouvelles usines, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Dans cette optique-là, ce que je trouve très intéressant, c'est tout ce qui se passe au niveau des biomatériaux. Et je pense que la pharmacie devrait s'intéresser à cette question-là. Là, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le luxe, où effectivement le luxe est très en avance sur ces questions-là, notamment en France, la maison Hermès. Et là, ils viennent de se lancer sur ce qu'on appelle les myco-cuirs, où effectivement, Hermès s'est associé avec une société qui s'appelle MycoWorks, qui a développé tout un procédé très intéressant pour utiliser le mycélium de champignons pour fabriquer un matériau qui a les qualités à la fois en termes d'apparence, de texture du cuir. Et là, Hermès va sortir à la fin de l'année un sac qui s'appelle Victoria, dont le cuir est issu donc de champignons. Pareil, Stella McCartney, qui est très en pointe sur les questions environnementales, vient de sortir un pantalon avec une brassière qui est confectionné aussi à partir de mycélium de champignons. Donc là, c'est une autre start-up qui s'appelle Ball Trades, qui est à la manœuvre. Donc, on voit que derrière ça, c'est l'idée de pouvoir recycler facilement ces matériaux utilisés. Adidas aussi se positionne sur ce marché. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, la myco-industrie est un marché en émergence. On estime qu'il y a plus de 5,1 millions de champignons qui existent sur Terre. Donc, il y a un potentiel à exploiter. Donc, derrière ça, c'est toutes les réflexions qu'on doit avoir sur ces questions donc, de biomatériaux pour pouvoir remplacer les plastiques issus du pétrole. Deuxième chose très intéressante, c'est ce que j'appelle les robots biologiques. C'est ce que vous voyez, alors, je n'arrive pas à couper le son, ce que vous voyez sur cette vidéo, c'est effectivement la construction donc d'hybrides inspirés à la fois donc de cultures d'animaux pour fabriquer donc des robots qui ont des comportements très intéressants. Donc là, c'est un projet de l'université d'Harvard, d'une petite raie Manta, dans lequel on a fixé donc des cellules musculaires avec un squelette en silicone rigidifié par des feuilles d'or. Et donc, la contraction donc, des cellules musculaires est obtenue grâce à une lumière bleue par une protéine photoactivable qui était intégrée dans les cellules musculaires. Donc, l'objectif derrière ce robot, c'est de mieux comprendre le fonctionnement donc, des cellules cardiaques et demande d'améliorer la conception de cœurs artificiels et de développer des mini-robots sous-marins. On a aussi d'autres projets qui ont utilisé donc, des cellules de souches de grenouilles. Voilà en gros deux exemples de ce que peut être l'inspiration nature. Ce que je propose, c'est de passer directement à la question santé sans que tu poses ta question, Pascal, de façon Ok, peut-être. ok, vas-y. Vas-y, tu peux y aller. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce que je remarque dans la question santé, donc, qui est extrêmement riche avec les définitions très importantes de tout ce qui est mutagénèse dirigée, avec les vaccins ARN, l'impact de l'IA pour la découverte de nouvelles molécules. Je voudrais faire un focus pour bien se comprendre qu'on est en train d'être dans une phase de démocratisation de tout ce qui est séquençage. Alors, c'est lié effectivement au coût donc, du séquençage qui est en train de diminuer de manière drastique, en gros aux alentours de moins de $1 000 le séquençage, avec notamment tout ce qu'on appelle les systèmes de séquençage par nanopore, je pense à l'entreprise Oxford Nanopore. Mais on voit bien que
par le fait de la pandémie du Covid, on a aujourd'hui une obligation pour les États pour suivre la propagation du variant sur Terre, donc de renforcer les capacités de séquençage. Aujourd'hui, on a séquencé plus d'1 million de variants de Covid-19 en l'espace de quelques mois. Donc, les Anglais sont très en pointe. Les Américains ont mis plus de 2 milliards de dollars pour développer cette capacité de suivi du variant. Donc, on voit qu'on est en train de rentrer dans une phase extrêmement active de séquençage à application médicale, mais on voit que le séquençage quitte le domaine de la santé pour rentrer dans notre quotidien. Je pense par exemple qu'au Canada, l'Université d'Ontario a mis au point des systèmes de séquençage extrêmement rapides des espèces de poissons. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'entre 25 et 40% des poissons vendus dans le commerce sont mal identifiés avec de la fraude. C'est-à-dire qu'on vend du mauvais poisson à des coûts beaucoup plus élevés que ce qu'ils devraient normalement être payés. Donc, ça permet aux poissonniers de gagner beaucoup d'argent en vendant des poissons bas de gamme en étant des poissons haut de gamme. Donc là, ça devient quelque chose de quasiment du quotidien au Canada pour le contrôle de la fraude. En Irlande, on est en train de mettre en place des protocoles de séquençage et de suivi de tests génétiques des chiens pour pouvoir traquer les propriétaires qui contrôlent mal les déjections de leurs chiens et donc pouvoir mieux cibler le paiement des amendes. Donc on voit que les tests génétiques commencent à se diffuser. Derrière cette question-là, finalement, il y a un gros problème, ce n'est pas tellement le problème technique, mais c'est le traitement de l'information. Et c'est comprendre comment traduire les 3 milliards de paires de bases du génome humain en quelque chose qui soit lisible et compréhensible par les médecins au quotidien. Donc ça va être un des enjeux dans les années à venir, tout ce qui est l'infovisualisation, la traduction en termes concrets de la recherche vers des applications médicales au travers d'interfaces informatiques qui soient lisibles par des médecins et pour qu'ils soient permettre de mieux comprendre les problèmes. Deuxième sujet que je trouve très intéressant et qui est en plein boom, c'est celui des organoïdes. Donc, ce sont des cultures in vivo de structures tridimensionnelles, donc de cellules à partir de cellules souches qui permettent donc de reconstituer des organes dans des boîtes de pétri. Ceux-ci donc permettent donc d'étudier à la fois la physiologie, mais aussi la pathologie d'un certain nombre de tissus. Alors, on peut travailler aussi bien avec des cellules normales qu'avec des cellules qui sont pathologiques, et donc de voir effectivement le développement d'un certain nombre d'organes malades beaucoup plus facilement que sur des animaux. Ainsi, dernièrement, une équipe néerlandaise a réussi à reconstituer des glandes lacrymales, et donc ce qui permet donc ces glandes de produire des larmes. Donc, ce qui est un modèle extrêmement intéressant pour pouvoir développer des médicaments qui vont réguler la production de larmes, de pouvoir suivre un certain nombre de pathologies auto-immunes qui touchent au niveau des yeux. Donc, le sujet donc, des organoïdes est un sujet majeur pour pouvoir éventuellement remplacer dans les années à venir l'expérimentation animale, éventuellement en complément de tout ce qui est jumeaux numériques. Question, Pascal ? Oui, Pascal ? Oui, voilà. Merci beaucoup. J'ai une question pour toi de la part du public, déjà pour commencer. Oui. Donc, merci à Brigitte qui nous a posé la question. Qu'en est-il de la démocratisation de la conservation des cellules souches dans la perspective d'une mobilisation en cas de besoin de thérapie cellulaire? Est-ce que tu vois à quoi la question fait référence? Alors, c'est la constitution de vastes banques de cellules souches. C'était une problématique il y a plus d'une quinzaine d'années, effectivement. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ce soit un sujet chaud pour l'instant. On a beaucoup fantasmé il y a quelques années et je pense qu'on est aujourd'hui encore un peu en retard
sur l'usage thérapeutique des cellules souches, liées notamment à des milieux de culture qui ne sont pas forcément adaptables, voilà. Et puis les réactions immunitaires par rapport à ces cellules souches. Donc, je pense pour l'instant, on est encore dans des phases très expérimentales de l'usage d'organes produits à partir de cellules souches. Ok, alors je vais poser une question à l'ensemble des participants. Est-ce que vous souhaiteriez connaître le séquencement et la séquence de votre génome et les conséquences médicales qui pourraient en découler? Voilà, donc on va voir. On va voir, oui, Eric nous dit on pourrait avoir un Elon Musk qui crée un espace à la Jurassic Park. Donc, est-ce que vous voulez suivre plutôt oui, non? Ah, c'est très varié, c'est du oui, du non. Surtout pas, oula, surtout pas, surtout pas. Donc, mais je peux comprendre qu'on dit surtout pas, hein. C'est c'est Annabelle qui nous dit ça. Oui, mais à condition que ces données soient strictement confidentielles, bien sûr. On nous dit aussi non, pas tant qu'il s'agit de quelque chose sur lequel on ne peut pas agir. Bah oui, si on vous annonce quelque chose et que vous pouvez rien y faire, c'est vrai que peut-être vaut-il mieux ne pas le savoir. Non, pas spécialement. Ou seulement mon microbiome. Alors ça tombe bien parce qu'il commence à y avoir des startups qui proposent effectivement, via par exemple les réseaux de pharmaciens d'officine, hein, qui proposent l'analyse de votre microbiote et qui ensuite ben, vous permettent, via des compléments alimentaires, de rééquilibrer et un régime de rééquilibrer votre alimentation et donc votre microbiote. Donc oui, ça existe. Beaucoup de réserves. Quels seraient les utilisateurs finaux? Oui, on revient à la question de confidentialité. Oui et non, la vie au quotidien a toujours une valeur. Bah, c'est vrai, c'est vrai et pas savoir comment ça se passe pour la suite, c'est aussi une bonne chose. Quid de l'épigénétique alors? Utilisation militaire et Bertrand, est-ce que, le fait de connaître, son génome et éventuellement les conséquences médicales peut être intéressante, d'un point de vue militaire? Là, non, je vois pas tellement parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes. Parce- D'accord. il y a pas- Beaucoup de enfin, ouais, on va pouvoir définir un certain nombre de pathologies, mais peut-être qu'on peut définir un certain nombre de caractéristiques pour des compétences physiques, mais je vois pas tellement l'intérêt militaire des séquençages du génome. Je vois pas ce que ça pourrait leur apporter de plus, hein. La sélection par parcours de combattants, je pense, se suffit en elle-même. suffisante, d'accord. Ça coûte moins cher et c'est aussi efficace pour voir, pour sélectionner les soldats. Donc voilà. OK. Mieux connaître son microbiote, c'est déjà un bon début. Peut-être connaître son génome, mais avec une préparation psychologique. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses, c'est très sympa, votre dynamisme à répondre et donc on va passer, si tu veux bien Bertrand, à la dernière, Dernier partie. axe. Donc je vais aller beaucoup plus vite. Donc, ce que je voudrais vous mettre en évidence, c'est que ce qui est important, c'est que le digital est en train de transformer le certain nombre de modèles économiques. Je pense que là, on en a tous conscience. Ce qui est assez frappant, c'est de voir que, par exemple, on est un petit peu en retard, mais par exemple, la Chine est très en avance sur la monnaie digitale. On voit, par exemple, dans les rues des grandes villes chinoises, que les mendiants aujourd'hui n'ont plus de sibylle, mais sont équipés de QR codes, ce qui fait que les gens, en passant, scannent le QR code pour donner donc de l'argent à ces mendiants. Et on voit que les petites boutiques en Chine aussi ont de plus en plus des QR codes associés avec leurs produits et que les gens donc payent directement avec leur smartphone. En Suède et en Angleterre, notamment en Angleterre, c'est Amazon, mais en Suède, on voit apparaître donc des magasins dans lesquels on n'a plus de caisse, on n'a plus de vendeurs, et donc les gens font leur marché directement et tout est géré par leur smartphone. Donc on voit que le smartphone devient l'interface
par rapport au commerce. Et Volvo, dans les années qui viennent, a comme objectif de supprimer ses concessionnaires, c'est-à-dire qu'il n'envisage dans les années à venir de vendre ses voitures uniquement sur Internet, donc soit par smartphone, soit sur tablette, soit sur ordinateur. Et donc, on aura encore les garagistes pour réparer nos voitures, mais finalement, le choix de la voiture ne se fera plus que par interface digitale. Donc, on voit qu'il y a une transformation du modèle économique. La question qu'on peut avoir à l'esprit, quelle transformation on va avoir pour la pharmacie en termes de relations avec les patients, avec les médecins. Ce qui me frappe aussi, c'est de voir aujourd'hui qu'on a un grand retour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, liée notamment à la pandémie, qui fait qu'on a obligé de digitaliser un certain nombre d'activités. C'est ce que fait notamment Toyota, ou pour faire l'audit d'un certain nombre de ces usines à l'étranger et de ces sous-traitants, utilise de plus en plus la réalité augmentée pour vérifier ce qui se passe sur ces lignes de fabrication. Pareil pour Volvo, en utilisant à la fois les téléphones portables ou des casques, c'est pour assurer notamment la qualité de l'assemblage de ces moteurs de camions. On voit que Microsoft est en train de se repositionner sur ces sujets-là, notamment bénéficie du soutien de l'armée américaine, puisqu'il a bénéficié d'un contrat de 22 milliards de dollars pour acheter des systèmes HoloLens pour former les soldats au combat. C'est Facebook aussi qui progressivement se repositionne sur ce sujet-là, puisqu'il y a plus de 10 000 chercheurs qui travaillent sur ces questions de réalité augmentée, de réalité virtuelle, et notamment avec le développement d'un bracelet connecté qui va permettre de lire les signaux musculaires et de transmettre ces informations à des casques, et donc de mieux visualiser selon les objets. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la réalité augmentée et la réalité virtuelle quittent, je dirais, le monde des loisirs pour rentrer de plus en plus dans le domaine industriel, et notamment dans le domaine de la santé. Est-ce qu'il y a une question, Pascal ? Oui, et il y a pas mal de questions. Il y a une question évidemment qui revient souvent, c'est comment lutter contre la cybercriminalité, faire de la cybersécurité quand le digital envahit tous les secteurs industriels, comme tu dis, y compris la santé. Alors ça, c'est une question que je suis strictement incapable de répondre, parce que je ne suis pas un expert de la cybersécurité. J'en vois les conséquences, mais je serais incapable de répondre à la question. Ok, peut-être une prochaine fois en faisant des études. Alors, on voit bien que la question du digital, et en particulier des applications très avancées du digital, l'utilisation de la réalité virtuelle qui peut éloigner les humains les uns des autres, de l'intelligence artificielle, crée une crainte de distance entre les êtres humains, une crainte d'une vie sans saveur, inodore, insipide, voilà, et une vie également où on risque d'être voilà, asservi finalement aux intelligences artificielles. Comment prévenir ces inquiétudes qui peuvent se transformer éventuellement en réalité? Je pense que déjà, on est au début de cette période-là, et on a encore une mauvaise maîtrise de ces outils. Donc, on a forcément beaucoup de craintes. Donc ça, c'est déjà le premier point. Je pense qu'on va avoir un renforcement donc, des protocoles de sécurité dans les années à venir. Et je pense que pour l'instant, les États n'ont pas encore pris conscience réellement de ce problème-là, et notamment de ne pas développer des outils juridiques pour pouvoir lutter contre les mafias et tous ceux qui ont atteinte. Donc, lorsqu'on aura vraiment plus des outils juridiques, je pense que les choses vont plus se normaliser sur ces questions-là.
Bon, ben, écoute, on est arrivé à la conclusion de À la conclusion, ce… voilà. Donc j'arrive Voilà, juste à amener de conclusion. Donc voilà. une voiture n'est plus une voiture, mais de l'électronique englobée dans des matériaux composites surmontant quatre roues. Un avion de chasse n'est plus un avion de chasse, mais un réseau informatique protégé par des matériaux intelligents, le tout propulsé par des réacteurs. Le médicament, le test biologique, les appareils médico-chirurgicaux peuvent-ils rester tels que nous connaissons depuis des décennies? Comment peuvent-ils évoluer? La pandémie a révélé nos faiblesses, mais aussi les opportunités de développement. Que pouvons-nous apprendre donc, de ces crises pour préparer un écosystème résilient capable de répondre aux enjeux de 2030? Donc ça, c'est tout l'intérêt de ce projet. Donc j'espère que on se retrouvera bientôt pour pouvoir partager encore de nouvelles idées et des perspectives d'avenir. Voilà. Merci beaucoup, Bertrand. Merci, merci à vous. Si ça vous a plu, on a mis quelques points sur LinkedIn. On va remettre, liker. Et si vous avez envie qu'on en refasse un autre avec, sur d'autres sujets, Bertrand est là et il fait un travail fantastique. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Rendez-vous sur LinkedIn. Continuez à nous suivre. Merci infiniment. Merci, Bertrand, pour ces perspectives passionnantes. Et puis, on se retrouve très, très vite chez Digital Pharma Lab. À bientôt. Au revoir à tous.